Quand le silence dans une salle pèse plus lourd que la guerre elle-même, c'est là que se joue le vrai pouvoir. Imaginez, il est à peine 5 heures du matin. Un dossier encore tiède entre mes mains, fraîchement imprimé la veille à 22 heures. Un plan secret, le repositionnement de nos troupes sur le corridor Est, que seuls 4 hommes ont consulté. Pourtant, ce même plan, mot pour mot, vient d'être intercepté dans une transmission ennemie, envoyée depuis l'intérieur même de notre quartier général, à destination d'un contact à Abidjan. Les implications sont terrifiantes. Quelqu'un autour de cette table, l'un de mes propres hommes, met en péril la vie de nos soldats. Je ne hausse pas la voix. Je ne tape pas du poing sur la table. Je scrute les visages, un à un, cherchant le moindre signe. Ce qui pèse dans la pièce, ce n'est pas l'ignorance, c'est la peur. Car la trahison ne détruit pas seulement une opération. Elle détruit la confiance, ce ciment invisible qui maintient un pays, une organisation, une famille, debout face à l'adversité. À ce moment précis, tout peut basculer. Si je réagis trop vite, si je laisse paraître ma colère ou ma peur, le traître se cache, efface ses traces, disparaît. Le moindre faux pas, et ce n'est pas seulement un secret qui s'envole, mais des vies humaines, et peut-être l'avenir même du Burkina Faso. Le vrai courage ici, ce n'est pas de crier vengeance, mais de rester maître de soi. Car dans ce jeu d'ombre, la confiance n'est pas une faiblesse, c'est un piège tendu. C'est l'arme invisible du stratège. Ce soir-là, j'ai continué le briefing comme si de rien n'était. Mais en coulisses, la contre-espionnage agissait déjà. Les logs étaient analysés, les accès recoupés, la filière ennemie surveillée. Nous avions compris que la fuite n'était pas l'œuvre d'un seul homme, ni même d'une simple question d'argent. Derrière ce réseau, un projet plus vaste. Ébranler la solidité même du cercle rapproché, exploiter la moindre faille, la moindre émotion. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a ouvert la porte à une telle infiltration? Pour le comprendre, repartons au début de cette opération, là où chaque décision, chaque silence, a posé les bases de cette bataille cachée. Et si chaque mouvement que vous ordonniez était déjà anticipé par l'ennemi? Imaginez un instant. Vous êtes à la tête d'une nation, entouré de collaborateurs loyaux. Ou du moins, c'est ce que vous croyez. Pourtant, dans les coulisses, une tension invisible s'installe, une paranoïa qui n'a rien d'irrationnel. Depuis 3 mois, le chef savait qu'un réseau d'infiltration rôdait au cœur même de ses rangs. Les échecs soudainement trop précis de certaines opérations ne pouvaient plus être attribués au hasard. Chaque action semblait avoir été devinée, chaque faux pas, attendu. On lui avait soufflé l'idée d'une taupe, un traître tapi parmi les siens, capable de livrer la moindre stratégie à l'adversaire. Mais le vrai danger, ce n'était pas la trahison en elle-même, c'était la tentation d'agir trop vite, de frapper fort, au risque de voir tout le réseau disparaître dans l'ombre. Car dans ce jeu-là, la précipitation est fatale. Si vous montrez la moindre panique, si vous accusez sans preuve, vous ne faites qu'alerter l'ennemi. Il se terre, coupe ses liens, et vous laisse face à un silence encore plus menaçant. Le chef l'a compris. La riposte ne devait pas être guidée par la colère, mais par la patience et l'intelligence stratégique. Il fallait donner à l'ennemi une illusion de sécurité, tout en posant, discrètement, les jalons d'un piège. Une stratégie invisible, froide et calculée, où chaque décision compte. C'est là qu'intervient une tactique redoutable, la création de 3 versions différentes d'un même document confidentiel. 3 itinéraires, 3 lecteurs, 3 potentiels coupables. À chacun fut remis sa propre version, subtilement modifiée. Le but? Observer, patienter, voir laquelle serait transmise à l'ennemi. Pas besoin de caméra ni d'interrogatoire musclé. Il suffisait de surveiller l'information, de suivre sa trace et d'attendre que le masque tombe. Pendant ce temps, l'atmosphère au sommet devenait irrespirable. Les regards se faisaient plus lourds, les silences plus longs. Chaque homme autour de la table pouvait être le traître. Mais pour ne rien compromettre, il a continué à agir normalement, à briefer ses équipes comme si de rien n'était. En vérité, son unité de contre-espionnage travaillait dans l'ombre, collectant des logs, retraçant les transmissions,
analysant chaque accès physique au document. Le piège se refermait, lentement, méthodiquement. Et puis, la confirmation arriva. Le document qui fut transmis à l'ennemi correspondait précisément à celui remis au major Konajraman. En un instant, tout s'éclaire. Mais il ne s'agit pas de se jeter sur lui, de l'écraser publiquement. Non. Il faut préserver l'avantage, rester maître de la situation et surtout, ne pas sacrifier la confiance au sein de l'entourage. Car la moindre fausse note pouvait faire perdre la trace du réseau tout entier. Si l'on allait trop vite, c'était l'opportunité de démanteler toute la toile qui s'évaporait à jamais. Dans le bureau, face à face, le chef et le major se dévisagent. Pas de cris, pas de menaces. Juste 2 mots posés avec calme. Depuis quand? Le major, homme d'une discipline remarquable, admet alors la vérité. 14 mois de trahison. Mais ce n'est qu'un début. La véritable nature du danger va bien au-delà d'un homme isolé. Derrière cette fuite, il y a tout un réseau. Et chaque pièce d'information transmise à l'ennemi n'est pas qu'un simple acte de sabotage militaire. C'est une attaque insidieuse contre la confiance en soi, la confiance dans le leader, la confiance dans la capacité du pays à tracer sa propre route. À ce stade, le chef comprend que la menace n'est pas seulement physique ou tactique. Elle vise à saper la crédibilité, à faire douter les siens, à faire croire que la nation est incapable de se protéger. C'est une guerre psychologique, patiente et froide, menée de l'intérieur. La moindre erreur de jugement pourrait lui faire tout perdre. La sécurité du pays, la souveraineté, mais aussi, et surtout, l'espoir d'un avenir collectif. Mais qui était vraiment derrière cette fuite? Et que risquait réellement le pays? Découvrons l'ampleur du problème. La cible n'était pas le chef, mais tout ce qu'il symbolise. C'est là que la plupart se trompent. On imagine toujours que le cœur de la menace, c'est la personne assise au sommet. Mais dans cette histoire, il ne s'agissait pas d'un homme, d'un uniforme ou d'un bureau. Ce qui était attaqué, c'était la confiance, celle qui unit une armée, une nation, un peuple. Les fuites d'informations n'étaient pas seulement destinées à informer l'ennemi. Leur véritable but était de semer la méfiance, de creuser des fractures invisibles entre les soldats, de faire croire que personne n'était vraiment loyal, que même le chef pouvait être isolé. Les adversaires, eux, l'avaient compris. Plutôt que d'attaquer frontalement, ils sapaient lentement, méthodiquement, tout ce qui rendait le pays capable de résister. Leur stratégie, creuser de l'intérieur. Pas de grands gestes, pas d'explosion spectaculaire. Juste une corrosion permanente, une érosion lente des liens et des repères. Lorsque l'enquête a mûri, la vérité s'est révélée bien plus complexe que prévu. Konajraman, que beaucoup voyaient comme un simple traître, n'agissait pas seul. Et il n'était pas motivé par l'argent, comme on l'aurait cru. Non. Il était intégré à un réseau structuré, alimenté par des intérêts privés puissants, liés de près ou de loin aux ressources minières du pays, à ses concessions disputées depuis des années. Des intérêts qui se moquent des frontières, qui manipulent l'instabilité pour en tirer profit. Leur objectif n'était pas de renverser le Burkina Faso du jour au lendemain, ni même de le détruire totalement. Ce qu'ils cherchaient, c'était de maintenir le pays dans un état de faiblesse chronique, assez stable pour continuer à fonctionner, mais jamais assez fort pour s'affirmer, jamais assez solide pour défendre ses richesses. En face, il fallait agir sans tomber dans le piège de la réaction impulsive. Dans la salle d'interrogatoire, face à Konajraman, la tentation aurait pu être de chercher une vengeance rapide, un coup d'éclat pour rassurer la galerie. Mais ce n'est pas ainsi qu'on déjoue un réseau. J'ai écrit 3 versions du plan, chacune remise à une personne différente, expliquait le chef. Il avait anticipé la trahison, non par paranoïa, mais par lucidité stratégique. Quand Konajraman, acculé par l'évidence, se rend compte que son jeu est dévoilé, il n'exprime ni peur ni colère, mais une forme de respect résigné. Il comprend qu'il a été pris à son propre piège, non pas par hasard, mais grâce à une vigilance silencieuse, une discipline invisible. C'est là toute la différence entre force démonstrative et force véritable. La capacité d'attendre, d'observer, de laisser l'ennemi croire qu'il avance sans opposition,
alors qu'en réalité, chaque mouvement est surveillé, analysé, piégé. Le chef n'a pas fermé le canal dès la première fuite. Il voulait voir jusqu'où il menait, qui d'autre était impliqué, ce qu'il cherchait vraiment. S'il avait agi plus tôt, il n'aurait neutralisé qu'un homme. En patientant, il a pu comprendre l'ampleur du réseau et remonter jusqu'à ses commanditaires. Et quand la vérité éclate, tout change. Konaj Raman finit par parler. Il balance ce qu'il sait. Le quatrième contact n'est pas à Abogion, comme on le croyait. Là, tout bascule. Ce qu'on croyait n'était qu'une opération d'espionnage régionale, orchestrée par un voisin désireux de prendre l'avantage, s'avère être une partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Derrière la façade, il y a des intérêts privés, des flux financiers invisibles aux circuits officiels, des enjeux liés aux ressources minières, à la permanence de l'instabilité. Leur plan ne requiert pas de vaincre le pays, mais de l'affaiblir juste assez pour qu'il ne se relève jamais vraiment. Tant que la cohésion militaire est entamée, que la population doute, que les ressources circulent sans contrôle, ces acteurs prospèrent. La faiblesse devient une rente. Ce qui est en jeu, ici, dépasse de loin un simple affrontement de forces. C'est la souveraineté même du Burkina Faso qui est menacée, sa capacité à décider pour lui-même, à protéger ses frontières, à défendre ses intérêts. Mais c'est aussi la confiance des soldats envers leur hiérarchie, l'intégrité du leadership, la cohésion d'un peuple face à l'adversité. Quand la manipulation cible la confiance, les dégâts sont profonds, parce que la confiance est le socle sur lequel tout se construit. Et c'est précisément là que la stratégie du chef fait la différence. Plutôt que de répondre coup pour coup, il décide d'utiliser la confiance comme levier, non comme faiblesse. Il ne propose pas à Konaj Raman une issue facile, mais lui ouvre la possibilité de réparer partiellement ses fautes, de redevenir un maillon de la chaîne, même fragile. La discipline, la patience, la maîtrise de soi, voilà ce qui fait la force d'un vrai leader. Mais face à un réseau aussi profond, aussi bien financé, comment répondre efficacement? Quelles leçons tirer pour l'avenir, que ce soit pour le pays, pour une organisation ou chacun d'entre nous? La suite de l'histoire va nous l'apprendre. Et si la victoire la plus décisive était celle dont personne ne parle? C'est dans le silence, loin des regards, que s'est jouée la partie la plus cruciale. Pas de communiqué grandiloquent, pas de conférence de presse tapageuse. L'opération s'est déroulée à huis clos, précisément pour ne pas alerter ce qui restait du réseau. Car la véritable puissance, ce n'est pas d'afficher ses victoires, c'est de s'assurer que l'ennemi ne comprenne même pas qu'il a déjà perdu. Le plan qui paraissait avoir été compromis, celui que l'ennemi croyait avoir intercepté, n'était en réalité qu'un leurre. À aucun moment les troupes n'ont été là où ces documents l'indiquaient. Cette fausse piste a orienté l'adversaire dans la mauvaise direction, le poussant à déplacer ses propres forces vers une menace fantôme, pendant que, dans l'ombre, l'opération réelle se mettait en place ailleurs. Le piège fonctionnait non pas par la force brute, mais par la manipulation patiente de l'information et la gestion froide des apparences. En l'espace de 72 heures, le réseau qui minait la sécurité du Burkina Faso depuis 2 ans a été méthodiquement démantelé. 4 contacts principaux neutralisés, 2 filières financières mises à jour, leur cartographie transmise de façon à couper les vivres sans bruit, et les intérêts privés étrangers qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés exclus des négociations et des accès qu'ils croyaient sécurisés. Pas de procès-spectacle, pas de déclaration triomphante. Juste un silence, lourd de conséquences, dans lequel les adversaires réveillés ont découvert soudain que tout ce qu'ils avaient construit avait disparu. Que leur relais était hors jeu, leurs finances gelées, et leur influence évaporée. Rien de tout cela n'a transpiré dans la presse. Parce qu'une victoire qui fait du bruit, c'est une victoire qui donne une chance à l'ennemi de s'adapter, de fabriquer un nouveau récit, d'anticiper la riposte suivante. Mais la question la plus délicate restait le sort de Konaj Raman. Il avait coopéré, livré des informations vérifiables, et son implication n'était pas dictée par le profit. On a découvert qu'il avait été manipulé, amené à croire qu'il œuvrait pour la stabilité régionale, alors qu'en réalité, il servait des intérêts économiques extérieurs. Cela n'efface pas sa responsabilité,
transmettre des renseignements militaires, quelle qu'en soit la raison, met des vies en danger. Mais face à ce dilemme, la tentation de faire un exemple, de brandir la vengeance comme une preuve de force, aurait été la solution la plus risquée. Une exposition publique aurait dévoilé des méthodes, ouvert de nouvelles failles exploitables par d'autres. La vengeance, quant à elle, aurait simplement donné à l'ennemi ce qu'il attendait. Une fracture dans la discipline, un récit à exploiter. La résolution a donc été aussi discrète qu'efficace. Konaj Rahman a été retiré de ses fonctions, placé sous surveillance, sans prison mais sans liberté, obligé de rester disponible pour compléter les investigations dans les mois à venir. Pas d'acharnement, pas de pardon aveugle non plus, juste une gestion pragmatique, orientée vers la sécurité collective, où chaque élément utile est extrait et chaque risque maîtrisé. À la question « Pourquoi ne pas avoir frappé plus fort, plus publiquement ?» La réponse a été claire. Il ne s'agit pas de donner un spectacle. Il s'agit de progresser. Faire un exemple, c'est pour l'audience. Obtenir des résultats, c'est pour le pays. 3 semaines plus tard, l'équipe réunie autour de la carte du réseau, des flux financiers et du calendrier de l'opération a ressenti non pas de la fierté, mais une gratitude mesurée. Car la victoire n'est jamais définitive, jamais totale. Elle se préserve dans la vigilance, l'humilité et la capacité à garder le silence là où le bruit ne sert qu'à exposer nos forces. Mais qu'est-ce que cette expérience enseigne sur le pouvoir, la loyauté et la protection collective? Quand la vigilance est plus forte que la force brute. Voilà ce que cette histoire nous enseigne, bien au-delà des récits de démonstrations spectaculaires ou de coups d'éclat médiatiques. On pourrait croire qu'un leader, ou même un peuple, doit se montrer invulnérable, inattaquable. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas l'absence de vulnérabilité qui protège. C'est la capacité à la repérer, à la reconnaître, à la surveiller. Là est la différence fondamentale entre le paraître et la réalité. Il y a une erreur qu'on fait souvent, dans la vie, comme dans la gestion d'une nation. Croire que la confiance est une faiblesse. Mais la confiance, quand elle est bien posée, quand elle s'accompagne de vigilance, devient une arme redoutable. Ce n'est pas la naïveté de croire sur parole, c'est la stratégie de prêter attention, d'observer dans la durée. Un homme qui agit par conviction sincère et un homme qui cache un intérêt personnel, tôt ou tard, leurs comportements divergent. Cela ne saute pas toujours aux yeux, mais celui qui sait observer, celui qui n'attend pas qu'on le trahisse pour ouvrir les yeux, finit par remarquer les fissures. Dans le cas du Burkina Faso, notre véritable force n'a jamais été dans l'intimidation ou la riposte immédiate, mais dans la patience. Les ennemis avaient de l'argent, des réseaux, des relais bien placés. Mais nous avions autre chose. La patience, l'intelligence collective, et surtout, l'unité autour d'un but supérieur. Là où certains accumulaient les moyens matériels, nous avons accumulé de la vigilance, de la discipline, et cette certitude tranquille que ce que nous défendions ne nous avait pas été donné. Il nous appartenait de droit. La protection la plus efficace n'est pas celle qui se montre. Elle n'a pas besoin de s'annoncer. Ce n'est pas en organisant de grands procès publics pour exposer nos méthodes que nous avons protégé la nation. C'est en agissant dans le silence, en maintenant la pression discrètement, en retirant les éléments nuisibles sans offrir de spectacle à ceux qui voulaient nous observer, que nous avons avancé. On n'a pas construit l'exemple pour la galerie. On a cherché le progrès réel, celui qui compte pour le pays, pas pour l'auditoire international. C'est une humilité essentielle. Il n'y a pas de victoire finale. Ceux qui cherchent la sécurité dans la certitude se préparent à la chute. Ce n'est que par la discipline quotidienne, la vigilance constante, qu'on parvient à protéger ce qui compte vraiment, son intégrité, sa souveraineté, sa crédibilité. Ce principe s'applique à tous les niveaux, dans une organisation, au sein d'une famille, et bien sûr, à l'échelle d'une nation. Les menaces changent, les adversaires se renouvellent. Mais la rigueur qu'on s'impose, la lucidité avec laquelle on lit les signes, cela, c'est ce qui permet de traverser les tempêtes. Ignorer ses principes, baisser la garde, croire que le danger appartient au passé, c'est ouvrir la porte à de futures manipulations, à de nouvelles trahisons.
Le véritable progrès, c'est de comprendre que la confiance ne s'accorde pas aveuglément, mais qu'elle se construit et qu'elle se surveille. Que la vulnérabilité n'est pas un défaut, mais un point de vigilance. Et que la défense la plus forte est celle qui sait se taire avant d'agir. Au fond, ce que cette histoire du Burkina Faso révèle, c'est que l'attention est la discipline la plus précieuse. Pas seulement pour les chefs, mais pour tous ceux qui tiennent à protéger ce qui leur est cher. Alors, comment chacun peut-il appliquer ces enseignements dans sa vie et son environnement? La vraie victoire, c'est d'être prêt, toujours. Ce que cette histoire nous montre, c'est que la force réelle ne fait pas de bruit. On s'imagine souvent que le pouvoir, c'est la voix la plus forte dans la pièce ou le geste spectaculaire sous les projecteurs. Mais la vérité, c'est que la victoire d'un pays, d'un leader, d'une communauté ou même d'un individu repose sur une discipline invisible. La vigilance, la patience et la stratégie silencieuse. On pense que la menace vient toujours de l'extérieur, que les ennemis sont loin, bien identifiés, mais la réalité est bien plus complexe. Au Burkina Faso, c'est parfois dans les couloirs familiers, dans les sourires de ceux qu'on croit connaître, que se cachent les véritables dangers. Si on baisse la garde, si on croit que la bonne volonté suffit à nous protéger, alors on devient la prochaine cible, de la trahison, du sabotage ou simplement de l'indifférence qui ronge petit à petit la confiance et la souveraineté. C'est ce que j'ai compris chaque matin, quand je me relevais, parfois seul, pour lire entre les lignes des transmissions, pour décrypter les silences qui en disent plus long que les discours. Les ennemis du pays ont l'argent, les réseaux, la patience froide de ceux qui pensent que le temps joue pour eux. Mais ce qu'ils ne peuvent ni acheter, ni fabriquer, c'est la certitude de défendre ce qui nous appartient vraiment. Cette conviction-là, c'est notre force. Elle ne rend pas la lutte plus simple, mais elle la rend possible. L'opération dont je vous ai parlé a prouvé quelque chose de simple. La patience, l'intelligence et la clarté morale sont plus puissantes que toutes les ressources de nos adversaires. Les réseaux ont été démantelés, les corridors sécurisés. La finance de la déstabilisation a été coupée là où ça comptait. Mais il n'y a jamais de victoire finale. Protéger ce qu'on aime, ce qu'on construit, c'est recommencer chaque jour. Rester attentif, accepter que la menace renaîtra sous d'autres formes, que de nouveaux visages viendront tester nos défenses. Ce que nos adversaires ont appris, c'est que l'ouverture apparente peut être une architecture secrète. Que la confiance, bien placée, n'est pas de la naïveté, mais une stratégie. On m'a cru entouré de faiblesses. En réalité, ceux qui m'entouraient étaient en train d'être observés, testés, documentés. Ce que j'ai bâti, ce n'est pas un cercle de perfection, mais un espace où la loyauté est prouvée, où l'échec de la vigilance serait une faute collective. Et vous, dans votre vie, dans votre équipe, dans votre famille, où est votre vigilance? Quelle discipline silencieuse bâtissez-vous autour de ce qui compte vraiment? Parce que ne rien faire, c'est laisser l'espace aux intérêts contraires, c'est risquer de perdre ce qui vous appartient, un petit peu chaque jour, sans même vous en rendre compte. La sécurité, la crédibilité, la souveraineté d'une nation ou d'une personne ne tiennent jamais à un exploit isolé, mais à une succession de choix, de silences, de regards lucides quand tout le monde détourne les yeux. Ce soir, dans la même pièce où tout a commencé, entouré de dossiers fermés, de chaises vides et de souvenirs silencieux, je regarde ce qui a été sauvé, ce qui a été évité. Je pense aux soldats vivants grâce à une décision discrète, au visage honnête, à celui qui ne l'était pas, et à toutes les épreuves traversées. Ce que je retiens, c'est que la véritable armure, c'est l'engagement réel, testé, prouvé, le seul matériau qui ne se brise pas sous la pression. Ils essaieront encore, ils reviendront, mais je serai prêt. Je suis toujours prêt. Si cette histoire vous a touché, si vous comprenez maintenant pourquoi la force tranquille, la stratégie patiente, la vigilance silencieuse importent autant, alors faites passer ce message. Partagez-le avec ceux qui en ont besoin, abonnez-vous pour ne rien manquer, et restez proches. Parce que les histoires qui comptent vraiment ne font que commencer. La lutte pour la vérité, pour la souveraineté,
pour un leadership authentique, n'a pas de dernier chapitre. Et nous non plus.